L'invité de cette semaine, c'est l'Overly Rugby Amateur Côte Basque-Land. C'est tout simplement le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte. Bonjour. Bonjour. Au Pays Basque, avec le soleil à Saint-Jean-de-Luz, ici, pour présenter la liste qui va se présenter pour la Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec l'actualité du rugby de ces dernières semaines. Cette attribution de la Coupe du Monde, vous avez de suite tweeté que c'était une victoire du rugby amateur. En quoi c'est une victoire du rugby amateur? D'abord, c'était la candidature du rugby français dans sa globalité. Et le rugby français, c'est 99,9% le monde amateur et le reste, le monde professionnel. Il n'y a que 30 clubs qui sont professionnels. Donc, c'est vrai que nous soutenions, nous faisions la promotion de cette candidature, puisque je suis le président de la Fédération Française de Rugby, mais je le répète, c'est la candidature de tout le rugby français. Et c'est une bonne chose d'avoir osé, je dis, reprendre ce dossier qui était vierge et de se dire, en 10 mois, on est capable de rattraper le retard, c'est-à-dire 3 ans, et d'aller au bout et de gagner. Et même si nous avions perdu, je crois qu'on aurait eu le mérite de dire on a tout fait, on a tout donné, jusqu'au dernier moment. Et c'est pour ça qu'on est très 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 fiers, encore une fois, de cette victoire pour 2 raisons. La première, c'est que on sait qu'on a une baisse de licenciés, notamment chez les moins de 14 ans, et qu'en termes de notoriété, pour recruter, il n'y a pas meilleur événement qu'une Coupe du Monde à domicile. On a l'expérience de 2007, et surtout on a vu qu'en 2017, beaucoup de jeunes, grâce à la Coupe du Monde, sont venus au rugby. La deuxième chose, c'est pour le développement du rugby amateur, il faut des moyens financiers pour offrir du matériel aux clubs amateurs, pour payer des cadres techniques de clubs qui vont venir transmettre la formation sur place à nos formateurs de jeunes. Et donc, une Coupe du Monde à domicile, c'est entre 50 et 70 millions d'euros de retombées nettes pour la Fédération Française de Rugby. C'est-à-dire que c'est pratiquement 25 ans de budget d'une fédération, de résultats d'une fédération. Donc c'est pour nous extraordinaire. Je crois qu'on a en ligne de mire un soleil fabuleux, une sérénité qui nous amène une sérénité et un enthousiasme fou, parce qu'effectivement on sait qu'on a un matelas financier qui dans 6 ans sera là, et on a surtout un bel événement à promouvoir, à préparer. C'est extraordinaire. Le rugby amateur, on va en parler puisque c'est notre cible. Et je vais parler du plus haut niveau, de ce qui se fait au plus haut niveau, c'est-à-dire le top 8 féminin. Comment expliquer qu'on sort d'une Coupe du Monde et qu'on a un diffuseur qui n'a diffusé aucun match jusqu'à maintenant et qui refuse en plus des diffusions numériques comme nous on l'a proposé pour faire du Facebook Live, des choses qui permettent à des amateurs, à des parents d'amateurs de regarder ces matchs. Est-ce que la fédération ne peut pas taper du poing sur la table avec ce diffuseur? Taper du poing sur la table, c'est difficile, on ne peut pas imposer et mettre le couteau sous la gorge au diffuseur. C'est regrettable effectivement, mais ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin. Il faut dynamiser ce rugby féminin, et pour le dynamiser, je suis persuadé que nous devons créer des compétitions à l'école. Quand je dis à l'école, c'est au collège, au lycée et à l'université. Parce que c'est vrai qu'elles ont du mal, les filles, à aller dans les clubs, hein, on s'en aperçoit, mais que par contre, quand on leur propose de jouer au rugby là où elles sont, c'est-à-dire à l'école, elles créent vite et rapidement des équipes, parce que les résultats de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde ont donné une certaine envie à ces jeunes filles. Donc il faut, je crois, s'appuyer sur l'NSS et développer un véritable championnat au niveau des écoles pour faire en sorte d'avoir un maximum de filles licenciées et à terme peut-être des diffuseurs qui s'intéresseront à ces matchs-là. Gaëlle Mignot qui est partie en Angleterre, la première française à avoir un statut professionnel. Est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit pour plus tard? Parce que c'est compliqué pour les filles, les internationales, on parlait des internationales, elles doivent poser des congés, après ça passe au congé sans solde, après ça passe... C'est compliqué pour elles actuellement. Oui, c'est compliqué, c'est vrai que Gaëlle a tenté cette expérience-là, elle est en fin de carrière, donc je crois qu'elle a eu envie d'aller voir autre chose, et c'est tout à son honneur. Il y a des filles professionnelles, alors pas professionnelles comme les garçons, en termes de rémunération, c'est clair, mais je crois qu'il faut laisser le temps au temps, et les filles qui sont en place là, c'est elles qui vont faire grandir ce rugby féminin et tout suivra avec, j'en suis convaincu. On va continuer avec les championnats amateurs et là aussi le plus haut, mais sur les réserves fédérales 1. L'idée de ce championnat espoir, est-ce que c'était pas quelque chose qui s'applique plus à la poule élite qu'au reste? On voit des clubs qui sont en difficulté, qui recrutent des très jeunes pour pouvoir jouer uniquement ce championnat. Oui, cette catégorie espoir. Oui. Alors d'abord ça a été une volonté des clubs, puisque on l'a dit, nous quand on modifie les compétitions, on consulte les clubs et qu'à l'unanimité, quand on a fait cette proposition, il y a eu adhésion, je dirais. Aujourd'hui on s'aperçoit, mais c'est toujours la même chose, qu'il y a certains clubs qui sont dans la difficulté, pas tous, et je vous dirais même qu'il y a des clubs de Fédéral 2 qui nous demandent de faire la même chose. Donc ça montre bien que ça plaît quelque part, mais de là à satisfaire tout le monde, non, c'est toujours très compliqué. Et ce que nous ferons calmement à la fin de la saison, c'est nous tirerons le bilan de tout cela.
Et si ça n'a pas fonctionné, ben on changera, avec l'avis bien sûr des clubs. Et si ça a fonctionné, nous continuerons. Justement là-dessus, on vous avait interviewé juste avant votre élection à la FFR. Vous nous aviez déclaré qu'il y aurait plus de matchs professionnels le dimanche. Est-ce qu'il y a après ces quelques mois de gouvernance, est-ce que vous voyez un décalage entre la volonté de gouverner et justement derrière gouverner? Non, mais nous, on fait en sorte. La problématique, c'est qu'il y a un contrat qui est en cours. Et qu'effectivement, dénoncer un contrat, ça veut dire qu'il faudrait payer Canal+, tout ce qu'ils nous donnent par an pour un match. Donc ce qu'on a fait, on l'a déjà sorti du créneau rugby amateur. C'est parce qu'à l'époque, il était quand même en plein milieu, il démarrait au milieu de la deuxième mi-temps. Donc on a tout fait pour le décaler à 17h. Aujourd'hui, il est à 16h50, même on voulait aller plus loin, 17h30. Bon, pour des raisons de programme, il nous avait dit 17h, maintenant 16h50, on n'ira pas plus bas. Mais ça permet de 15h à 16h30, je dirais, au club amateur, de faire aux supporters, de voir leur match. Et puis d'aller au clubhouse maintenant, puisqu'il y a des télévisions, de le regarder, ou de rentrer chez eux si jamais certaines ne se satisfont pas du clubhouse. Donc ce qui était important, c'était ça, c'est de ne pas mettre en parallèle le rugby professionnel avec le rugby amateur, même si nous, effectivement, moi je fais partie de ceux qui disent que le dimanche après-midi, c'est le rugby amateur qui doit jouer, qui joue, mais avec rien d'autre. On va parler de l'humain maintenant, un peu en dehors du sport. Lors des nouvelles réformes, vous aviez annoncé 0 licenciement. On est maintenant fin novembre, les comités s'arrêtent là, décembre ou juin pour la plupart. Est-ce que par exemple, je prends l'exemple du comité Côte Basque où il y a 4 salariés, est-ce qu'aujourd'hui on assure 4 travail à temps plein à Bayonne? C'est-à-dire que 0 licenciement, ok, mais si c'est pour leur proposer des mutations ailleurs qu'elles refusent et du coup on se sépare à l'amiable, ça ne sera pas compté comme un licenciement, mais ça en sera plus ou moins... Oui, non, c'est zéro licenciement, c'est-à-dire qu'elles resteront sur place, ces personnes-là, puisque Michel Macari va vous expliquer un petit peu l'organisation d'une ligue. Ces comités, Bayonne, Pau, je crois, vont devenir ce qu'on appelle des MOT, des maisons ovales de territoire, et qui seront les relais directs du siège de la Ligue, qui se trouvera, lui, à Gradignan, là où est le comité de Côte d'Argent actuellement. Donc, bien sûr qu'on va avoir besoin de ressources humaines, et donc, puisqu'elles y sont, qu'elles existent, on va les garder, tout simplement. Dernière question. La loi voulait que les ligues soient calquées sur les régions, mais elle n'obligeait pas à supprimer les comités. Pourquoi avoir voulu supprimer ces comités de rugby? Parce qu'on peut, encore une fois, dans le nouveau schéma, dans la nouvelle organisation, on n'allait pas garder, par exemple, dans la région Wallis, 6 comités, ça n'avait plus lieu. Ça devient des modes, ça devient des relais, mais ces comités, quelque part, ils restent, ils se transforment en modes, sauf que la gouvernance, le siège, effectivement, la tête de pont, elle est à Gradignan, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine, et ce sera le siège de la Nouvelle-Aquitaine à Gradignan, avec, je le répète, des relais qui sont les infrastructures et le personnel des comités actuels. Bon, mais merci beaucoup, Bernard Laporte, Merci à vous. Et on va suivre du coup M. Macari dans sa conférence. Merci.